Dans les hauteurs majestueuses de Manhattan, au 47e étage d'une tour de verre et d'acier qui semblait toucher les nuages, se dressait la résidence la plus opulente de New York. Les appartements de Victor Moncler, milliardaire de l'industrie technologique, s'étendaient sur 3 étages entiers, offrant une vue panoramique sur Central Park et l'Hudson River. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art de maître, les sols recouverts de marbres italiens les plus fins, et chaque meuble était une pièce d'exception signée par les plus grands designers du monde. Pourtant, malgré tout ce luxe et cette splendeur, une atmosphère de tristesse et de frustration régnait dans cette demeure dorée. Au cœur de cette opulence vivaient Élise, 16 ans, et Antoine, 14 ans, les enfants de Victor Moncler, 2 âmes perdues dans un océan de richesses qui ne parvenaient plus à trouver le moindre plaisir dans les choses les plus simples de la vie, particulièrement la nourriture. L'histoire de leur rapport complexe avec la cuisine avait commencé 3 ans plus tôt, lorsque leur mère, Isabella Moncler, était décédée dans un tragique accident de voiture. Isabella était une femme exceptionnelle qui, malgré sa fortune, avait gardé les pieds sur terre et transmettait à ses enfants l'amour des choses authentiques et simples. Elle cuisinait elle-même pour sa famille, préparant des plats réconfortants qui emplissaient la maison de parfums délicieux et créaient des moments de bonheur partagé autour de la table familiale. Ses lasagnes maison, ses soupes de légumes du potager qu'elle entretenait sur la terrasse, ses tartes aux pommes encore tièdes sortant du four, tout cela avait disparu avec elle, laissant un vide immense dans le cœur et l'estomac de ses enfants. Depuis sa mort, Victor Moncler, rongé par le chagrin et plongé dans son travail pour échapper à sa douleur, avait engagé une succession de chefs cuisiniers parmi les plus réputés au monde pour nourrir ses enfants, espérant leur redonner l'appétit et la joie de vivre. Le premier chef engagé était Pierre Dubois, un maître cuisinier français formé dans les plus grandes maisons parisiennes, détenteur de 3 étoiles Michelin et reconnu comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Il était arrivé avec ses couteaux japonais forgés à la main, ses ustensiles de cuisine les plus raffinés et une arrogance certaine quant à ses capacités à conquérir les palais des jeunes Moncler. Pierre avait préparé des mets d'exception, du foie gras de canard truffé accompagné de chutney de figues et de pain brioche artisanal, des huîtres de Belon servies avec des perles de caviar Ocetra, du homard bleu de Bretagne cuit à la perfection et nappé d'une sauce à l'américaine sublimée par des herbes fraîches de Provence. Chaque plat était une œuvre d'art visuel, disposée avec une précision millimétrique, sur de la porcelaine de Limoges, accompagnée de verreries en cristal de Baccarat et d'argenterie ancienne héritée de générations de collectionneurs. Pourtant, lorsque les enfants avaient goûté ces merveilles culinaires, ils avaient repoussé leurs assiettes avec dégoût, déclarant que tout était fade et sans âme, que ça ne goûtait rien, et que maman cuisinait 1000 fois mieux. Pierre Dubois était reparti au bout d'une semaine, vexé et incompréhensif face à ce rejet. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Que pensez-vous du début de cette histoire? Les personnages vous touchent-ils déjà? Puis ce fut au tour de Hiroshi Tanaka, un chef japonais de renommée internationale, maître dans l'art du kaiseki et spécialiste de la cuisine moléculaire. Hiroshi était un perfectionniste absolu qui considérait chaque repas comme une cérémonie spirituelle. Il avait transformé la cuisine des Moncler en laboratoire culinaire, installant des équipements de pointe pour créer des sphérifications, des gelées chaudes, des mousses aériennes et des textures impossibles qui défiant les lois de la physique. Ses créations étaient des poèmes culinaires, des sushis déconstruits où le riz se transformait en perles nacrées, le poisson cru en mousse veloutée et les algues en cristaux croquants, des soupes miso présentées sous forme de vapeur parfumée qui se condensait directement dans la bouche, des desserts qui changèrent de couleur et de saveur selon la température de la langue. Chaque bouchée était une expérience sensorielle révolutionnaire, photographiée par les plus grands magazines gastronomiques et copiée par les chefs du monde entier. Cependant, Élise et Antoine regardaient ces prouesses techniques avec indifférence, chipotaient du bout de leur baguette en platine et finissaient par demander s'ils pouvaient simplement avoir un sandwich au beurre de cacahuète. Hiroshi, habitué aux extases gustatives de sa clientèle habituelle, ne comprenait pas comment on pouvait résister à son art culinaire et abandonna au bout de 2 semaines, frustré par l'impossibilité de percer le mystère de ses enfants impossibles à satisfaire. La liste des chefs congédiés s'allongeait de mois en mois,
devenant presque comique si elle n'avait pas révélé la détresse profonde d'une famille brisée. Maria González, spécialiste de la cuisine fusion latino-asiatique, avait proposé des ceviches au lait de tigre parfumé à la citronnelle et des empanadas farcies au canard laqué. Mais ces saveurs explosives et ces mélanges audacieux avaient été jugés trop forts et bizarres. Giuseppe Antonelli, descendant d'une lignée de maîtres pizzaiolos napolitains, avait monté un four à bois sur la terrasse et préparé des pizzas avec des pâtes fermentées pendant 72 heures, garnies de mozzarella di bufala véritable et de tomates San Marzano cultivées sur les pentes du Vésuve. Mais même ces merveilles de simplicité italienne avaient été boudées par les enfants qui les trouvaient pas comme celles que maman faisait. Viktor Petrov, chef russe expert en cuisine moléculaire et détenteur de nombreux prix internationaux, avait créé des bortsch sphérifiés, des bœufs stroganoff déconstruits et des blinis aux textures impossibles, mais son génie créatif s'était heurté au mur d'indifférence des jeunes Moncler. Chaque départ de chef était vécu comme un échec personnel par Victor Moncler, qui commençait à désespérer de jamais voir ses enfants retrouver l'appétit et la joie qu'ils avaient perdus avec leur mère. Les enfants, de leur côté, ne faisaient pas preuve de méchanceté intentionnelle. Ils étaient simplement perdus dans leur chagrin, incapables de retrouver dans ces créations sophistiquées l'amour et la chaleur humaine que leur mère mettait dans sa cuisine. Élise, qui avait été une enfant enjouée et curieuse avant la mort de sa mère, était devenue une adolescente renfermée, qui passait ses journées à lire dans sa chambre ou à regarder par la fenêtre en se rappelant les moments où Isabella lui apprenait à pétrir la pâte à pain ou à assaisonner une salade. Antoine, autrefois petit garçon espiègle qui aidait sa mère à décorer les gâteaux et à cueillir les herbes aromatiques, était maintenant un jeune homme silencieux qui préférait jouer aux jeux vidéo plutôt que de s'asseoir à table pour des repas qui lui rappelaient douloureusement l'absence de celle qui lui manquait le plus au monde. Leur père, Victor, observait impuissant le dépérissement de ses enfants, alternant entre culpabilité de ne pas savoir comment les aider et colère contre lui-même pour son incapacité à combler le vide laissé par Isabella. Au bout de 18 mois et 15 chefs congédiés, Victor Moncler était au bord du désespoir. Ses enfants maigrissaient, ne mangeant que le strict minimum pour survivre, grignotant parfois des barres de céréales ou des fruits, mais refusant systématiquement tout repas élaboré. Les médecins consultés parlaient de dépression, de troubles alimentaires liés au deuil, et recommandaient une psychothérapie. Mais Victor savait au fond de lui que le problème était plus profond. Ses enfants cherchaient inconsciemment à retrouver l'amour maternel à travers la nourriture, et aucun chef professionnel, aussi talentueux soit-il, ne pouvait reproduire cette magie émotionnelle. C'est dans ce contexte de détresse familiale que le destin allait placer sur leur chemin une jeune femme qui changerait tout, sans le savoir et sans prétention, par la simple force de son humanité et de son histoire personnelle marquée par l'adversité et la résilience. Sophie Moreau avait 24 ans et travaillait comme serveuse dans un petit café de quartier situé dans le Lower East Side, loin des tours scintillantes de Manhattan et du monde doré dans lequel évoluaient les Moncler. Née dans une famille modeste de l'Ohio, elle avait grandi dans une ferme où sa grand-mère, Mamie Rose, une femme extraordinaire d'origine française qui avait émigré aux États-Unis dans les années 50, lui avait transmis les secrets d'une cuisine authentique et généreuse. Mamie Rose était une conteuse née qui accompagnait chacune de ses recettes d'histoire sur son enfance en Provence, ses parents boulangers, les marchés colorés de son village natal et l'art de transformer les ingrédients les plus simples en festins mémorables grâce à l'amour et la patience. Sophie avait appris à ses côtés non seulement les techniques culinaires traditionnelles, mais surtout la philosophie qui les sous-tendait. Cuisiner, c'était offrir un morceau de son âme, créer du bonheur avec ses mains, transformer un moment ordinaire en souvenir précieux. Quand Mamie Rose était décédée alors que Sophie avait 18 ans, elle lui avait légué ses recettes écrites à la main dans un carnet usé par les années, ainsi qu'une conviction profonde que la vraie cuisine venait du cœur et non des diplômes ou de la technique. Après le lycée, Sophie avait tenté des études universitaires en littérature, rêvant de devenir écrivaine. Mais les difficultés financières de sa famille l'avaient contrainte à abandonner ses études pour travailler et subvenir aux besoins de ses parents, son père ayant perdu son emploi dans l'industrie automobile et sa mère luttant contre une maladie chronique coûteuse. Elle était arrivée à New York avec pour seul bagage ses économies,
le carnet de recettes de sa grand-mère et une détermination farouche à se construire une vie digne malgré l'adversité. Les premiers mois avaient été difficiles. Petit boulot précaire, logement insalubre partagé avec d'autres jeunes dans sa situation, repas composés de nouilles instantanées et de sandwichs bon marché. Mais Sophie n'avait jamais perdu sa joie de vivre, ni sa capacité à voir le beau dans les petites choses. Elle cuisinait parfois pour ses colocataires avec les recettes de Mamie Rose, transformant leur minuscule cuisine en refuge chaleureux, où résonnaient les rires et les conversations jusqu'au petit matin. Ces moments de bonheur partagés lui rappelaient pourquoi elle était venue à New York, non pas pour fuir sa vie, mais pour la construire à sa manière, avec authenticité et générosité. Le café où elle travaillait depuis 2 ans, chez Léon, était tenu par un immigrant français septuagénaire, Léon Dubois, qui avait reconnu en Sophie une âme sœur partageant sa passion pour la cuisine traditionnelle et l'art de recevoir. Léon était un homme bourru mais au grand cœur, qui avait ouvert son établissement pour recréer l'atmosphère des bistrots de son enfance parisienne. Son café ne payait pas de mine avec ses tables dépareillées, ses chaises qui grinçaient et sa décoration hétéroclite composée de souvenirs rapportés de France. Mais il dégageait une chaleur humaine qui attirait une clientèle fidèle de gens ordinaires, ouvriers du bâtiment, employés de bureau, étudiants fauchés, retraités solitaires. Tous trouvaient chez Léon un havre de paix où l'on servait des plats simples mais préparés avec amour. Sophie y avait d'abord été embauchée comme serveuse, mais Léon avait rapidement remarqué sa façon particulière de parler cuisine avec les clients, ses suggestions avisées et surtout les compliments qu'elle recevait quand elle préparait occasionnellement des plats maison, les jours où le cuisinier était absent. Peu à peu, il lui avait confié de plus en plus de responsabilités en cuisine, reconnaissant en elle un talent naturel qui n'avait besoin d'aucun diplôme pour s'exprimer. Ce qui rendait la cuisine de Sophie si particulière, c'était sa capacité à adapter les recettes de Mamie Rose au goût et aux besoins de chaque client. Elle ne se contentait pas de servir, elle observait, écoutait, devinait les histoires personnelles derrière chaque commande. Pour le vieil homme qui venait tous les matins prendre son café, elle préparait des tartines beurrées comme celles de son enfance. Pour l'étudiante fauchée qui comptait ses pièces, elle glissait discrètement une portion supplémentaire de légumes dans son assiette. Pour le père de famille stressé qui avalait son déjeuner en 5 minutes, elle concoctait des sandwichs nutritifs et réconfortants qu'il pouvait emporter. Sophie possédait cette intelligence émotionnelle rare qui lui permettait de comprendre que derrière chaque faim se cachait une histoire, un besoin, une nostalgie qu'elle pouvait apaiser par sa cuisine intuitive et généreuse. Les habitués de chez Léon la surnommaient affectueusement « la fée de la cuisine », car elle semblait deviner exactement ce dont ils avaient besoin, même quand ils ne le savaient pas eux-mêmes. C'est par un concours de circonstances tout à fait fortuit que Sophie allait croiser la route de la famille Moncler. Un matin de novembre, particulièrement froid, alors qu'elle se rendait au café pour le service du petit déjeuner, elle avait trouvé devant l'entrée un homme élégamment vêtu qui semblait perdu et désemparé. Victor Moncler, car c'était bien lui, avait passé une nuit blanche à arpenter les rues de New York après avoir congédié le 16e chef de la longue liste, un Japonais spécialisé dans la cuisine fusion qui avait eu la malheureuse idée de servir à ses enfants des huîtres reconstituées en gel parfumé au yuzu. Épuisé physiquement et moralement, Victor avait marché au hasard des rues, tentant d'échapper à ses pensées et à la culpabilité qui le rongeait. Il s'était retrouvé dans ce quartier populaire qu'il ne connaissait pas, attiré par la lumière chaude qui filtrait de la vitrine du petit café et l'odeur de café fraîchement moulu qui s'échappait dans l'air glacial du matin. Sophie avait immédiatement remarqué cet homme qui détonnait dans le paysage habituel du quartier, avec son manteau de cachemire et ses chaussures italiennes, mais surtout, elle avait perçu sa détresse profonde, cette tristesse qui émanait de lui malgré ses efforts pour paraître composé. Sans poser de questions indiscrètes, elle l'avait invité à entrer, lui avait préparé un café comme elle savait les faire, fort, parfumé, accompagné d'un croissant tout juste sorti du four, et l'avait laissé tranquille à sa table près de la fenêtre, respectant son besoin évident de solitude tout en restant discrètement attentive. Victor était resté là plusieurs heures, sirotant son café, observant le va-et-vient des clients, écoutant malgré lui les conversations du café, ces échanges simples et authentiques entre gens ordinaires qui contrastaient tellement avec le monde artificiel dans lequel il évoluait habituellement.
Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette atmosphère sans prétention, quelque chose qui lui rappelait vaguement les moments de bonheur simple qu'il avait vécu avec Isabella avant que le succès et la fortune ne compliquent leur existence. Quand Sophie lui avait servi son 3e café, accompagné cette fois d'une part de tarte aux pommes maison, Victor avait été frappé par la différence avec tout ce qu'il connaissait. Cette tarte n'avait rien d'exceptionnel en apparence. Pâte dorée légèrement irrégulière, pommes découpées grossièrement, sucre caramélisé qui débordait un peu sur les bords. Pourtant, dès la première bouchée, il avait été transporté. Ce n'était pas seulement le goût, parfait équilibre entre l'acidité des pommes et la douceur du sucre, pâte croustillante et fondante à la fois, soupçon de cannelle et de vanille qui réchauffaient le palais, c'était quelque chose de plus profond, une sensation de réconfort et d'authenticité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Cette tarte avait le goût des souvenirs heureux, des dimanches en famille, de l'amour maternel incarné dans un geste culinaire simple. Pour la première fois depuis des mois, Victor avait senti son cœur se serrer non pas de tristesse, mais de nostalgie douce, comme si cette jeune serveuse inconnue avait réussi à réveiller en lui des émotions qu'il croyait perdues à jamais. Intrigué, Victor avait engagé la conversation avec Sophie pendant une accalmie du service. Il avait appris son histoire sans révéler la sienne, touché par la simplicité avec laquelle elle parlait de sa grand-mère, de ses recettes transmises de génération en génération, de sa philosophie culinaire basée sur l'amour et le partage. Sophie racontait avec passion comment Mamie Rose lui avait enseigné que chaque ingrédient avait une âme, que cuisiner était un acte de générosité qui permettait de nourrir le corps, mais aussi le cœur, que les meilleures recettes étaient celles qui portaient en elles l'histoire de ceux qui les avaient créées. Elle parlait de cuisine, comme d'autres parlent de religion ou d'art, avec une ferveur communicative qui illuminait son visage et réchauffait l'atmosphère autour d'elle. Victor l'écoutait avec fascination, se demandant si cette jeune femme extraordinaire pourrait être la réponse aux prières qu'il n'osait plus formuler. Quand Sophie avait mentionné qu'elle rêvait un jour d'ouvrir son propre restaurant pour honorer la mémoire de sa grand-mère et transmettre à son tour l'art culinaire traditionnel, Victor avait senti naître en lui un espoir qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Il était reparti ce jour-là avec une idée folle qui germait dans son esprit. Une proposition qu'il n'osait pas encore formuler, mais qui pourrait peut-être changer le destin de sa famille brisée. Il avait pris la carte du café, remercié Sophie pour son accueil chaleureux et était rentré chez lui l'esprit plus apaisé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le soir même, pour la première fois depuis longtemps, il était allé border ses enfants et leur avait parlé de sa journée, de ce petit café extraordinaire qu'il avait découvert, de cette serveuse qui cuisinait avec son cœur. Élise et Antoine l'avaient écouté avec surprise, étonnés de voir leur père sourire en évoquant autre chose que ses affaires, intrigués malgré eux par cette histoire qui semblait l'avoir marqué profondément. Les jours suivants, Victor était retourné chez Léon, d'abord pour retrouver cette atmosphère apaisante qui lui faisait du bien, puis pour mieux connaître Sophie et observer sa façon de travailler. Il était fasciné par son approche intuitive de la cuisine, sa capacité à adapter ses plats au goût et aux besoins de chaque client, son don pour créer instantanément une connexion humaine avec les gens qu'elle servait. Il la voyait transformer les ingrédients les plus simples en petits miracles culinaires. Une soupe de légumes qui réchauffait l'âme autant que le corps, un gratin de pommes de terre qui évoquait les repas de famille, des cookies aux pépites de chocolat qui redonnaient le sourire aux enfants de passage. Sophie ne cherchait pas à impressionner par la complexité ou l'originalité. Elle cherchait à nourrir, réconforter, créer du bonheur, et elle y parvenait avec une facilité déconcertante qui révélait un talent bien plus précieux que toute technique apprise dans les écoles de cuisine. Au bout d'une semaine d'observation discrète, Victor avait pris sa décision. Il avait demandé à Sophie si elle accepterait de venir préparer un repas chez lui pour ses enfants, lui expliquant sans entrer dans les détails qu'il traversait une période difficile et refusait de manger depuis longtemps. Sophie avait immédiatement accepté, touchée par la confiance que lui accordait cet homme mystérieux qu'elle avait appris à apprécier, et intriguée par le défi que représentait cette mission. Elle ne savait pas encore qu'elle allait pénétrer dans un monde complètement différent du sien, ni que sa cuisine simple et authentique allait opérer un miracle dans une famille brisée qui avait perdu le goût de vivre. Elle ne savait pas non plus que cette rencontre allait changer sa propre existence de manière radicale, lui ouvrant des perspectives
qu'elle n'avait jamais osé imaginer tout en lui permettant de réaliser sa vraie mission, utiliser ses dons culinaires pour guérir les cœurs blessés et rassembler les familles autour de la table sacrée du partage. Le jour J était arrivé plus vite que Sophie ne l'avait imaginé. Victor était passé la chercher chez Léon, dans une voiture avec chauffeur, détail qui avait commencé à lui faire réaliser que son mystérieux client n'était pas un homme ordinaire. Le trajet jusqu'à Manhattan s'était déroulé dans un silence respectueux, Victor laissant Sophie admirer le paysage urbain qui se transformait progressivement, les immeubles modestes cédant la place aux gratte-ciel prestigieux, les rues animées du quartier populaire se muant en avenues élégantes, bordées de boutiques de luxe. Sophie observait ce changement de décor avec curiosité, mais sans intimidation, sa grand-mère lui ayant toujours enseigné que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent, mais à la capacité de donner et recevoir de l'amour. Quand la voiture s'était arrêtée devant la tour résidentielle la plus exclusive de New York, Sophie avait eu un moment de vertige en réalisant l'ampleur du fossé social qui la séparait de la famille qu'elle allait rencontrer, mais sa détermination à bien faire son travail avait rapidement pris le dessus sur ses appréhensions. L'appartement des Montclair avait dépassé tout ce que Sophie avait pu imaginer en termes de luxe et de raffinement. Les œuvres d'art au mur valaient probablement plus que ce qu'elle gagnerait en plusieurs vies. Les meubles étaient des pièces de collection que l'on voyait habituellement dans les musées, et la vue panoramique sur la ville était à couper le souffle. Pourtant, malgré toute cette opulence, Sophie avait immédiatement perçu quelque chose de froid et de triste dans cette demeure, une absence de chaleur humaine qui contrastait avec la magnificence des lieux. C'était comme si toute cette beauté matérielle ne parvenait pas à masquer un vide profond, un manque d'âme qui rendait l'espace impressionnant mais pas accueillant. La cuisine, en particulier, était un laboratoire technologique dernier cri équipé de tous les appareils imaginables, mais elle dégageait une froideur clinique qui n'invitait pas à la créativité culinaire ni au plaisir de cuisiner en famille. C'est dans ce contexte que Sophie avait rencontré Élise et Antoine, deux enfants beaux et privilégiés mais dont les yeux reflétaient une tristesse profonde qui l'avait immédiatement touchée. Ils l'avaient salué poliment mais avec détachement, habitués qu'ils étaient au défilé de chefs venus tenter de les conquérir, sceptiques par avance sur les chances de cette nouvelle venue de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Sophie avait senti leur résistance et leur lassitude, mais elle avait aussi perçu derrière cette carapace de protection deux âmes en souffrance qui cherchaient inconsciemment quelque chose qu'elles avaient perdu et ne parvenaient plus à retrouver. Au lieu de se lancer immédiatement dans des explications sur ce qu'elle comptait préparer, Sophie avait pris le temps de s'asseoir avec eux, de leur parler de sa grand-mère, de ses souvenirs d'enfance autour de la cuisine familiale, créant progressivement un lien humain qui transcendait les différences de classe sociale et d'éducation. Sophie leur avait raconté comment Mamie Rose lui avait appris que la cuisine était avant tout un langage d'amour, que chaque plat préparé avec sincérité portait en lui un message du cœur, que les meilleures recettes étaient celles qui rassemblaient les familles et créaient des souvenirs durables. Elle leur avait parlé des dimanches à la ferme, quand toute la famille se réunissait autour de la grande table de bois pour déguster les plats traditionnels préparés ensemble dans la joie et les rires, des leçons de cuisine qui se transformaient en moments de complicité entre générations, de l'art de transformer les légumes du potager en festins mémorables grâce à quelques épices et beaucoup d'amour. Peu à peu, Sophie avait vu l'attention des enfants s'éveiller, leurs regards se faire moins distants, leur corps se détendre légèrement, comme s'ils redécouvraient le plaisir d'écouter des histoires qui résonnaient avec leurs propres souvenirs, enfouis de leur mère disparue. Quand Sophie leur avait demandé quels étaient leurs plats préférés du temps où leur maman cuisinait pour eux, les enfants avaient d'abord hésité, peu habitués qu'on leur pose cette question avec autant de délicatesse et de respect pour leur deuil. Puis lentement, les souvenirs avaient commencé à remonter à la surface. Élise avait évoqué avec émotion les dimanches matins où Isabella préparait des pancakes en forme d'animaux, accompagnés de fruits frais et de sirop d'érable, ces petits déjeuners magiques où la table se transformait en zoo gourmand et où les rires résonnaient dans toute la maison. Antoine avait parlé du gratin de macaroni que sa mère préparait les soirs d'hiver, avec ce mélange de fromage qui gratinait parfaitement, et cette croûte dorée qu'il aimait tant, de ces repas réconfortants où il se sentait protégé et aimé. Sophie les avait écoutés avec une attention bienveillante, comprenant que ces évocations leur faisaient autant de bien que de mal, réveillant la nostalgie mais aussi la beauté de ces moments perdus
qu'ils n'osaient plus évoquer par peur de raviver leur chagrin. Au lieu de promettre de reproduire exactement ces plats chargés d'émotions, Sophie avait eu l'intelligence de proposer autre chose. Créer ensemble quelque chose de nouveau qui honorerait la mémoire de leur mère, tout en ouvrant la voie vers de nouveaux souvenirs heureux. Elle leur avait expliqué qu'elle ne cherchait pas à remplacer Isabella, ni à recréer artificiellement le passé, mais plutôt à construire un pont entre leurs souvenirs précieux et l'avenir qui les attendait, en utilisant la cuisine comme moyen de guérison et de reconstruction familiale. Cette approche respectueuse et sage avait touché les enfants qui, pour la première fois depuis longtemps, avaient accepté de participer activement à la préparation d'un repas, intrigués par cette femme qui semblait comprendre intuitivement leurs douleurs et leur besoin de trouver un nouveau rapport à la nourriture qui ne trahisse pas la mémoire de leur mère. Sophie avait alors sorti de son sac le carnet de recettes de Mamie Rose, ce petit livre usé par les années dont les pages jaunies portèrent l'écriture élégante de sa grand-mère et les taches d'ingrédients qui témoignaient de décennies d'utilisation amoureuse. Elle avait ouvert le carnet avec précaution comme on ouvre un trésor et avait commencé à feuilleter les pages en expliquant l'histoire de chaque recette. Il y avait là des secrets culinaires transmis de mère en fille depuis des générations. La recette du pot-au-feu de son arrière-grand-mère qui avait nourri une famille de 8 enfants pendant la guerre, les madeleines de Mamie Rose qui consolaient tous les chagrins d'enfants, la tarte tatin inventée par accident un jour de distraction, mais devenue le dessert préféré de toute la famille, le coq au vin que grand-père réclamait pour tous ses anniversaires. Chaque page racontait une histoire, chaque recette portait en elle l'amour et les souvenirs de celle qu'il avait perfectionnée au fil du temps. Élise et Antoine écoutaient ces récits avec fascination, découvrant que la cuisine pouvait être bien plus qu'une simple nécessité alimentaire. Elle pouvait être un moyen de préserver et transmettre l'histoire familiale, de maintenir vivants les liens entre les générations. Ensemble, ils avaient choisi de préparer un repas simple mais symbolique, un bouillon de poule aux légumes qui évoquait les soupes réconfortantes de l'enfance, accompagné de pain maison et d'une tarte aux poires qui sentait bon la cannelle et la vanille. Sophie avait guidé les enfants dans chaque étape, leur apprenant non seulement les gestes techniques, mais surtout la philosophie qui les accompagnait. Elle leur avait montré comment choisir les légumes, en les touchant, en les sentant, en écoutant le bruit qu'ils faisaient quand on les tapotait, leur expliquant que cuisiner commençait par développer ses sens et sa sensibilité aux produits. Elle leur avait appris à couper les légumes, non pas avec la précision mécanique d'un chef professionnel, mais avec l'attention affectueuse d'une grand-mère qui met tout son amour dans chaque geste, leur montrant que l'imperfection pouvait être plus belle que la perfection quand elle était le résultat de la sincérité. Pendant que le bouillon mijotait doucement, en libérant ses arômes délicieux dans toute la cuisine, Sophie avait initié les enfants à l'art du pétrissage pour le pain maison. Élise et Antoine avaient d'abord été maladroits, leurs mains habituées aux claviers d'ordinateur et aux manettes de jeux vidéo, découvrant avec surprise le plaisir sensuel de malaxer la pâte, de sentir sa texture évoluer sous leurs doigts, de voir naître sous leurs paumes cette matière vivante qui allait se transformer en pain croustillant. Sophie leur avait expliqué que le pétrissage était une forme de méditation, un moment de connexion avec la matière qui apaisait l'esprit et libérait les tensions, que leur grand-mère et arrière-grand-mère avaient pratiqué ce geste millénaire en y mettant leurs espoirs, leurs prières, leur amour pour ceux qu'elles nourrissaient. Peu à peu, les enfants s'étaient pris au jeu, riant de leur maladresse, s'amusant de voir leurs mains se salir, redécouvrant la joie simple de créer quelque chose de leurs propres mains. La préparation de la tarte aux poires avait été un moment particulièrement émouvant. Sophie avait montré aux enfants comment éplucher les fruits avec délicatesse, en conservant leur forme et leur beauté naturelle, comment les disposer harmonieusement dans la pâte, en expliquant que l'esthétique d'un plat naissait de l'amour qu'on y mettait et non de techniques sophistiquées. Elle leur avait fait sentir les épices une à une, cannelle, vanille, cardamome, en leur racontant l'histoire de ces trésors venus de loin, qui avaient révolutionné la cuisine européenne, transformant les desserts les plus simples en délices raffinées. Antoine, qui adorait les histoires d'aventure, avait été captivé par les récits de Sophie sur les routes de la soie et les navigateurs qui risquaient leur vie pour rapporter ces épices précieuses, découvrant que la cuisine était aussi une fenêtre ouverte sur l'histoire du monde et les échanges entre les peuples.
Quand Victor était rentré de son bureau en fin d'après-midi, il avait été accueilli par des parfums qu'il n'avait plus sentis depuis la mort d'Isabella. L'odeur du pain qui cuisait, du bouillon qui mijotait, de la tarte qui dorait dans le four. Plus encore que ces arômes délicieux, c'était le bruit de la maison qui l'avait frappé, des rires, des conversations animées, la voix de ses enfants qui posaient 1000 questions à Sophie, l'atmosphère vivante et chaleureuse qu'il n'avait plus connue depuis si longtemps. Il s'était arrêté sur le seuil de la cuisine, ému aux larmes de voir Élise et Antoine participer avec enthousiasme à cette activité culinaire, leurs visages illuminés d'un bonheur qu'ils croyaient perdu à jamais. Sophie, couverte de farine et rayonnante de joie, orchestrait cette symphonie culinaire avec la grâce naturelle d'une chef d'orchestre dirigeant ses musiciens, créant sans effort cette harmonie familiale que Victor avait désespéré de retrouver. Le moment du repas était arrivé comme un rendez-vous avec le destin. Pour la première fois depuis des mois, toute la famille s'était retrouvée autour de la table de la salle à manger, non pas contrainte par les obligations sociales, mais unie par l'envie commune de partager ce moment précieux. Sophie avait dressé la table avec simplicité, utilisant la belle vaisselle des Montclair mais sans ostentation, créant une atmosphère élégante mais chaleureuse qui invitait à la détente et à la conversation. Les plats avaient été servis sans cérémonie dans l'esprit de convivialité familiale que Sophie voulait recréer, chacun se servant selon ses envies et ses appétits retrouvés. Le bouillon avait été présenté dans de belles soupières en porcelaine, fumant encore et libérant des arômes qui réveillaient des souvenirs enfouis, accompagnés du pain maison encore tiède, dont la croûte croustillante et la mie moelleuse témoignaient du travail accompli ensemble. Quand Élise avait porté la première cuillère de bouillon à ses lèvres, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ce n'était pas seulement le goût, parfait équilibre entre la richesse du bouillon de poule, la douceur des légumes fondants, les herbes fraîches qui parfumaient subtilement l'ensemble, c'était une explosion d'émotions qui avait submergé la jeune fille. Ce bouillon avait le goût de l'enfance retrouvée, des soirées d'hiver en famille, de l'amour maternel qui réchauffe le cœur autant que le corps. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Élise avait ressenti ce réconfort profond que peut apporter la nourriture quand elle est préparée avec amour et partagée dans la communion familiale. Ses yeux s'étaient emplis de larmes, mais c'étaient des larmes de reconnaissance et de soulagement, non plus de tristesse. Elle avait regardé Sophie avec gratitude, comprenant que cette femme extraordinaire venait de lui offrir bien plus qu'un simple repas. Elle lui avait rendu l'appétit de vivre et la possibilité de créer de nouveaux souvenirs heureux sans trahir ceux du passé. Antoine, de son côté, dévorait son pain avec un enthousiasme qu'il n'avait plus manifesté depuis longtemps, fier de cette création à laquelle il avait participé et dont il pouvait savourer le résultat. Il racontait à son père les techniques que Sophie leur avait enseignées, les histoires qu'elle leur avait contées, les secrets de cuisine qu'elle avait partagés avec eux. Son visage s'était animé d'une joie communicative. Ses gestes étaient redevenus ceux d'un enfant heureux de partager ses découvertes. Sa voix avait retrouvé cette intonation enjouée que Victor n'avait plus entendue depuis si longtemps. Le jeune garçon posait 1000 questions à Sophie sur les épices, sur les techniques de cuisson, sur les traditions culinaires de sa famille, manifestant une curiosité et un intérêt pour le monde, qui témoignaient de son retour à la vie normale d'un adolescent épanoui. Quand la tarte aux poires fut servie en dessert, le miracle culinaire atteignit son apogée. Cette tarte n'avait rien d'exceptionnel en apparence. Pâte dorée et croustillante, poires fondantes disposées en rosace, parfum délicat de cannelle et de vanille qui s'échappaient de chaque bouchée. Pourtant, quand les enfants la goûtèrent, ils restèrent littéralement sans voix pendant de longues secondes, saisis par une émotion qu'ils n'arrivaient pas à définir. Ce dessert simple portait en lui toute l'histoire culinaire de Sophie, l'amour de Mamie Rose, la tradition familiale transmise de génération en génération, mais aussi quelque chose de nouveau qui leur appartenait en propre, le souvenir de cet après-midi magique où ils avaient redécouvert le plaisir de cuisiner ensemble, de créer de leurs mains quelque chose de beau et de bon. La tarte avait le goût du bonheur retrouvé, de la famille reconstituée, de l'espoir qui renaît après les épreuves. Victor observait ses enfants avec émerveillement, voyant leurs visages s'illuminer à chaque bouchée, entendant leurs exclamations de plaisir et leurs compliments sincères adressés à Sophie. Il comprenait qu'il venait d'assister à quelque chose d'exceptionnel,
Non seulement ses enfants mangeaient avec appétit pour la première fois depuis des mois, mais ils semblaient avoir retrouvé cette joie de vivre qu'ils craignaient perdue à jamais. Sophie n'avait pas seulement nourri leur corps, elle avait guéri leurs âmes en leur montrant qu'il était possible de créer de nouveaux bonheurs sans oublier ceux du passé, qu'aimer la mémoire de leur mère n'interdisait pas de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de nouvelles affections. Cette révélation était d'autant plus précieuse qu'elle venait naturellement, sans forcing ni artifice, par la simple grâce d'une cuisine authentique et généreuse qui parlait directement au cœur. Le repas s'était terminé dans une atmosphère de bonheur partagé que la famille Moncler n'avait plus connue depuis si longtemps. Les enfants avaient aidé à débarrasser la table sans qu'on le leur demande, prolongeant ce moment de communion familiale qu'ils ne voulaient pas voir finir. Ils avaient bombardé Sophie de questions sur ses autres recettes, sur sa grand-mère, sur ses projets d'avenir, manifestant un intérêt sincère pour cette femme qui venait de transformer leur existence en l'espace d'un après-midi. Sophie répondait avec sa simplicité habituelle, heureuse de voir que sa mission improvisée avait dépassé toutes ses espérances, touchée par l'affection spontanée que lui témoignaient ses enfants qu'elle venait de rencontrer mais qui lui semblèrent déjà familiers. Quand Victor avait raccompagné Sophie chez elle ce soir-là, il avait du mal à trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Cette femme extraordinaire avait accompli en quelques heures ce que 16 chefs réputés n'avaient pas réussi en 18 mois. Redonner à ses enfants l'appétit de vivre et le plaisir de partager un repas en famille. Il comprenait maintenant que le problème n'avait jamais été la qualité technique des plats servis, mais l'absence de cette dimension humaine et émotionnelle que seule Sophie avait su apporter. Ses enfants n'avaient pas besoin de prouesses culinaires sophistiquées. Ils avaient besoin de retrouver cette connexion affective avec la nourriture qui leur rappelait l'amour maternel perdu. Sophie avait intuitivement compris cette souffrance et y avait répondu par sa générosité naturelle, sa sagesse humaine et son talent pour créer des liens authentiques avec les gens qu'elle rencontrait. Dans les jours qui suivirent, la transformation des enfants Moncler fut spectaculaire. Élise, qui passait ses journées enfermée dans sa chambre, se mit à fréquenter la cuisine, expérimentant les techniques que Sophie lui avait enseignées, tentant de reproduire les recettes du carnet de Mamie Rose. Antoine, qui boudait systématiquement les repas familiaux, redemanda à plusieurs reprises quand Sophie reviendrait leur apprendre de nouvelles recettes, manifestant un enthousiasme culinaire qui surprenait et ravissait son père. Les deux enfants parlaient constamment de leur expérience avec Sophie, racontant à leurs amis cette journée extraordinaire où ils avaient redécouvert le plaisir de cuisiner, évoquant avec passion les histoires que leur avait contées cette serveuse hors du commun qui avait bouleversé leur vision de la cuisine et de la vie. Victor, témoin de cette renaissance miraculeuse, avait pris une décision qui allait changer le cours de plusieurs existences. Il était retourné voir Sophie chez Léon pour lui proposer quelque chose d'inouï, devenir la gouvernante culinaire de sa famille avec un salaire qui lui permettrait de réaliser tous ses rêves et la liberté totale pour organiser les repas selon sa philosophie. Sophie avait d'abord été abasourdie par cette proposition qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer, puis inquiète de l'ampleur de la responsabilité qu'on lui confiait. Elle ne se sentait pas légitime pour occuper un poste aussi important dans une famille aussi fortunée, elle qui n'avait aucun diplôme culinaire ni expérience dans le service domestique de luxe. Mais Victor avait balayé ses objections, lui expliquant que ses qualifications humaines valaient infiniment plus que tous les diplômes du monde, que ses enfants avaient besoin de sa sagesse et de sa générosité naturelle, non de techniques sophistiquées apprises dans les écoles. Après avoir consulté Léon, qui l'encouragea chaleureusement à saisir cette opportunité exceptionnelle, tout en lui promettant que sa place resterait ouverte chez lui quand elle le souhaiterait, Sophie accepta la proposition de Victor. Elle emménagea dans un appartement luxueux mis à sa disposition dans l'immeuble des Moncler, découvrant un niveau de confort qu'elle n'avait jamais connu, mais qu'elle accepta avec reconnaissance sans perdre sa simplicité naturelle. Son premier souci fut d'adapter la cuisine ultramoderne des Moncler à sa façon de travailler, y ajoutant des ustensiles traditionnels, des épices venues de tous les continents, des livres de recettes du monde entier qui transformèrent cet espace clinique en laboratoire chaleureux de créativité culinaire. Elle institua des rituels nouveaux, les courses aux marchés locaux avec les enfants pour choisir ensemble les produits les plus frais, les séances de cuisine familiale le dimanche après-midi, les dîners aux chandelles qui recréaient
L'intimité familiale perdue. Peu à peu, la cuisine de Sophie transforma non seulement l'alimentation des Moncler, mais leur mode de vie tout entier. Les repas redevinrent des moments de communion familiale où l'on partageait les nouvelles du jour, où l'on se racontait des histoires, où l'on planifiait les activités du week-end. Victor, qui prenait habituellement ses repas dans son bureau tout en consultant ses dossiers, se mit à rentrer plus tôt pour dîner avec ses enfants, redécouvrant le plaisir de ces conversations familiales qu'il avait négligées pendant ses années d'obsession professionnelle. Il réalisa que la réussite financière ne valait rien si elle se faisait au détriment du bonheur familial, que la vraie richesse résidait dans ces moments simples de partage et d'affection mutuelle qu'il avait failli perdre définitivement. Sophie, par sa présence bienveillante et sa sagesse naturelle, ne se contentait pas de nourrir les corps. Elle reconstruisait les liens familiaux, guérissait les blessures du deuil, redonnait espoir en l'avenir. Les recettes de Sophie évoluaient au fil des semaines, s'adaptant au goût de chaque membre de la famille, tout en les éduquant progressivement à de nouvelles saveurs. Elle préparait pour Élise des plats raffinés mais réconfortants qui satisfaisaient son côté féminin tout en la rassurant sur le plan émotionnel. Velouté de châtaignes parfumées aux herbes de Provence, gratins de légumes colorés qui réchauffaient le cœur, tartes salées aux légumes de saison qui révélaient la beauté naturelle des produits simples. Pour Antoine, elle concoctait des plats plus robustes qui satisfaisaient de son appétit d'adolescent tout en l'initiant aux cuisines du monde. Curry d'agneau aux épices douces qui embaumaient toute la maison, parmentier de canard confit qui modernisait les classiques de la cuisine française, tacos maison garnis de légumes croquants qui transformaient la street food en expérience gastronomique familiale. Victor, quant à lui, redécouvrait les plaisirs de la table à travers les créations sophistiquées mais accessibles de Sophie, qui réussissait le tour de force de concilier ses goûts d'adulte cultivés avec le besoin de simplicité que réclamait son mode de vie stressant. Elle lui préparait des poissons en croûte d'herbe qui fondaient en bouche, des risottos crémeux aux champignons sauvages qui réchauffaient les soirées d'hiver, des desserts légers aux fruits de saison qui terminaient parfaitement les repas, sans alourdir la digestion. Chaque plat était pensé non seulement pour satisfaire les papilles, mais pour créer une harmonie familiale, pour favoriser les conversations, pour installer cette atmosphère de bien-être qui caractérise les foyers heureux. Sophie avait cette intelligence intuitive qui lui permettait de comprendre que chaque repas était une occasion de renforcer les liens familiaux, de créer des souvenirs positifs, de construire progressivement cette nouvelle identité familiale qui honorait le passé tout en s'ouvrant sur l'avenir. Au bout de 3 mois, la transformation était si spectaculaire que Victor peinait parfois à reconnaître ses propres enfants. Élise avait retrouvé sa vivacité d'esprit et sa curiosité naturelle, s'intéressant de nouveau à ses études, reprenant contact avec ses amis qu'elle avait délaissés pendant sa période de deuil, manifestant même l'envie de retourner au lycée avec enthousiasme. Elle parlait de devenir nutritionniste ou chef cuisinière, inspirée par l'exemple de Sophie qui lui avait montré que la cuisine pouvait être un moyen d'aider les autres et de créer du bonheur autour de soi. Antoine, de son côté, était redevenu l'adolescent enjoué et sociable qu'il avait été avant la tragédie, invitant ses amis à la maison pour leur faire découvrir les spécialités de Sophie, partageant avec fierté les techniques culinaires qu'il apprenait, projetant même d'organiser un cours de cuisine pour ses camarades de classe. Les 2 enfants avaient non seulement retrouvé l'appétit physique, mais également l'appétit de vivre, cette curiosité et cette joie qui caractérisent la jeunesse épanouie. Victor observait cette renaissance avec un bonheur mêlé de gratitude infinie envers Sophie, comprenant qu'elle avait sauvé sa famille d'une destruction qui semblait inéluctable. Il réalisait également que cette expérience l'avait lui-même transformé, lui rappelant l'importance des valeurs humaines fondamentales qu'il avait négligées dans sa course au succès professionnel. Sophie lui avait redonné le sens des priorités, lui montrant que la vraie réussite se mesurait au bonheur de ceux qu'on aime, que l'argent n'était qu'un moyen et non une fin, que les moments de communion familiale valaient tous les trophées professionnels du monde. Cette leçon de vie était d'autant plus précieuse qu'elle venait d'une jeune femme humble qui n'avait jamais cherché à faire la morale, mais qui, par son exemple quotidien, enseignait les vraies valeurs de l'existence. L'influence de Sophie ne se limitait pas à la sphère familiale des Moncler. Elle avait également transformé l'atmosphère de l'appartement, y introduisant une chaleur humaine qui se ressentait dès qu'on franchissait la porte. Les employés de maison,
jusqu'alors intimidée par le formalisme et la froideur des lieux, avait retrouvé le sourire et l'efficacité que donne la satisfaction professionnelle et la reconnaissance. Sophie traitait chacun avec respect et gentillesse, partageant parfois ses créations culinaires avec le personnel, créant une atmosphère de travail harmonieuse qui bénéficiait à tous. Elle avait institué des traditions nouvelles, les petits déjeuners du dimanche matin où toute la famille se retrouvait sans contrainte horaire, les goûters d'anniversaire préparés ensemble pour célébrer les événements importants, les dîners aux chandelles qui marquaient les réussites scolaires ou professionnelles de chacun. Un soir de février, alors que la neige tombait doucement sur Manhattan et que la famille Moncler dégustait un pot-au-feu préparé selon la recette ancestrale de Mamie Rose, Victor prit soudain la parole pour exprimer ce qu'il avait sur le cœur depuis des semaines. Il remercia Sophie pour le miracle qu'elle avait accompli. Non, seulement en sauvant ses enfants de la dépression et de l'anorexie qui les menaçaient, mais en reconstruisant cette unité familiale qu'il craignait perdue à jamais. Il lui expliqua qu'elle avait fait bien plus que cuisiner pour eux. Elle avait guéri leur cœur blessé, redonné sens à leur existence, réappris les gestes de l'amour quotidien qu'ils avaient oubliés dans leur douleur. Les enfants approuvèrent avec émotion les paroles de leur père, exprimant à leur tour leur affection pour cette femme extraordinaire qui avait transformé leur vie par sa seule présence bienveillante et ses talents culinaires magiques. Sophie, émue aux larmes par ces témoignages d'affection, répondit avec sa simplicité habituelle qu'elle n'avait fait que transmettre ce que Mamie Rose lui avait enseigné, que la cuisine était un langage universel d'amour, que chaque repas partagé était une occasion de créer du bonheur, que les vraies richesses de l'existence résidaient dans ces moments simples de communion, humaine autour d'une table. Elle expliqua qu'elle avait appris autant d'eux qu'elle leur avait donné, découvrant grâce à cette expérience sa véritable vocation, utiliser ses dons culinaires pour guérir les familles en détresse, pour recréer des liens d'amour là où régnait la solitude et la tristesse. Cette révélation ouvrit de nouveaux horizons dans l'esprit de Victor, qui commença à entrevoir un projet ambitieux qui pourrait donner une dimension encore plus grande au talent exceptionnel de Sophie. Quelques semaines plus tard, Victor proposa à Sophie un défi qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer, créer avec lui une fondation destinée à aider les familles en difficulté à travers la cuisine thérapeutique. Le projet consistait à former des cuisiniers spécialisés dans l'accompagnement des familles endeuillées, des enfants malades, des personnes âgées isolées, en utilisant la nourriture comme vecteur de guérison et de reconstruction sociale. Sophie serait la directrice pédagogique de cette initiative révolutionnaire, développant les méthodes et formant les futurs intervenants selon sa philosophie unique qui alliait technique culinaire et intelligence émotionnelle. Cette fondation, que Victor décida d'appeler la table de l'espoir en hommage au miracle que Sophie avait accompli dans sa propre famille, aurait les moyens financiers de ses ambitions grâce à la fortune des Moncler, mais surtout, elle serait guidée par les valeurs humaines que Sophie incarnait si naturellement. L'annonce de ce projet provoqua un enthousiasme extraordinaire chez Élise et Antoine, qui proposèrent immédiatement de participer à l'aventure selon leurs capacités et leurs envies. Élise souhaitait orienter ses études vers la nutrition thérapeutique pour devenir plus tard une collaboratrice de Sophie, tandis qu'Antoine rêvait de créer un blog et des vidéos pour faire connaître les méthodes de la Fondation au plus grand nombre. Cette mobilisation familiale autour du projet de Sophie témoignait de la profondeur de la transformation qu'elle avait opérée. Non seulement elle avait guéri cette famille brisée, mais elle l'avait également rassemblée autour d'un idéal commun de service aux autres et de générosité. La cuisine, qui avait été le moyen de leur réconciliation, devenait maintenant l'instrument de leur engagement humanitaire, donnant un sens nouveau à leur existence privilégiée. Au printemps, la table de l'espoir ouvrit ses portes dans un magnifique bâtiment rénové de Brooklyn, équipé de cuisines pédagogiques ultramodernes, mais conçues dans un esprit de convivialité et de chaleur humaine. Sophie avait supervisé chaque détail de l'aménagement, veillant à créer des espaces qui favorisent les échanges, les apprentissages mutuels, la reconstruction des liens familiaux. Les premières familles accueillies étaient des situations similaires à celles qu'avaient vécues les Moncler. Enfants ayant perdu un parent, familles désunies par les épreuves, personnes âgées isolées qui avaient perdu le goût de cuisiner et de vivre. L'approche développée par Sophie combinait ateliers culinaires, accompagnement psychologique discret
et création de liens sociaux durables entre les participants. Le succès fut immédiat et dépassa toutes les espérances, confirmant l'universalité du message que portait Sophie. La nourriture préparée et partagée avec amour possède un pouvoir de guérison qui transcende toutes les différences sociales et culturelles. Cette histoire vous touche-t-elle? N'hésitez pas à laisser un j'aime si elle résonne en vous et dites-moi en commentaire quel passage vous a le plus ému. Votre soutien m'encourage à continuer de créer des histoires qui célèbrent la beauté de l'humanité et le pouvoir transformateur de l'amour quotidien. 1 an après l'ouverture de la Fondation, les résultats dépassaient tous les espoirs. Des centaines de familles avaient bénéficié des programmes de Sophie, retrouvant à travers la cuisine partagée cette harmonie et cette joie de vivre qu'elles avaient perdues dans les épreuves. Les témoignages affluaient du monde entier, de parents reconnaissants qui racontaient comment les méthodes de la table de l'espoir avaient sauvé leurs enfants de la dépression, de personnes âgées qui avaient retrouvé le goût de cuisiner et de recevoir, de familles reconstituées qui avaient appris à créer de nouveaux liens autour de repas préparés ensemble. L'approche révolutionnaire de Sophie, qui alliait technique, culinaire et accompagnement émotionnel, était étudiée dans les universités et reproduite dans d'autres pays, créant un mouvement mondial de cuisine thérapeutique qui transformait la vision traditionnelle de l'art culinaire. Sophie elle-même avait évolué de manière spectaculaire, passant du statut de simple serveuse à celui de référence internationale en matière de cuisine thérapeutique. Elle donnait des conférences dans les plus grandes universités, formait des professionnels du monde entier, écrivait des livres qui combinaient recettes traditionnelles et réflexions sur le pouvoir guérisseur de la nourriture partagée. Pourtant, malgré cette reconnaissance mondiale et cette réussite professionnelle extraordinaire, elle gardait intacte son humilité naturelle et sa passion première, utiliser la cuisine pour créer du bonheur et guérir les cœurs blessés. Chaque matin, elle continuait à préparer le petit déjeuner des Montclair, maintenant cette tradition familiale qui avait marqué le début de leur renaissance, prouvant que les plus grands succès ne valent rien s'ils font oublier les gestes simples de l'amour quotidien. La famille Montclair, quant à elle, était devenue un exemple vivant de résurrection et de bonheur reconquis. Élise, maintenant étudiante en nutrition thérapeutique dans la plus prestigieuse université de la côte Est, travaillait bénévolement à la Fondation pendant ses week-ends, appliquant avec ses propres patients les méthodes que Sophie lui avait enseignées. Elle avait hérité de la sensibilité culinaire de sa mentor et développait ses propres innovations, créant des programmes spécialement adaptés aux adolescents en difficulté qui retrouvaient confiance en eux à travers l'apprentissage de la cuisine créative. Son mémoire de fin d'études portait sur l'impact de la cuisine familiale dans la reconstruction post-traumatique chez les adolescents. Recherche pionnière qui alimentait les programmes de la Fondation et ouvrait de nouvelles perspectives thérapeutiques. Antoine, devenu un jeune homme épanoui et charismatique, avait créé une chaîne YouTube suivie par des millions d'abonnés où il présentait les recettes de Sophie avec l'énergie et l'humour de sa génération. Ces vidéos, qui alternaient démonstrations culinaires et témoignages émouvants de familles aidées par la Fondation, contribuaient à faire connaître leur mission humanitaire et à lever des fonds pour étendre leurs actions. Il avait également écrit un livre de cuisine pour adolescents intitulé « Cuisiner pour grandir », où il racontait sa propre transformation et proposait des recettes simples pour aider les jeunes de son âge à développer leur autonomie et leur créativité culinaire. Son succès médiatique lui avait ouvert les portes des plus grandes émissions télévisées, mais il utilisait systématiquement sa notoriété pour promouvoir les valeurs de partage et de générosité que lui avait transmises Sophie. Victor, profondément transformé par cette expérience familiale, avait réorganisé sa vie professionnelle pour consacrer plus de temps à sa famille et à la Fondation. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités d'entreprise pour se concentrer sur le développement international de la table de l'espoir, utilisant son réseau d'affaires et son expertise financière pour créer des antennes dans tous les continents. Son témoignage lors de conférences internationales sur la responsabilité sociale des entreprises était particulièrement bouleversant. Cet homme d'affaires impitoyable racontant avec émotion comment une simple serveuse avait sauvé sa famille et changé sa vision de la réussite. Il était devenu un philanthrope respecté qui inspirait d'autres milliardaires à s'engager dans des causes humanitaires, prouvant que la fortune acquise par le travail trouvait son sens véritable dans le service aux autres. Par un dimanche de printemps,
Alors que la famille Moncler et Sophie célébraient le 2e anniversaire de leur rencontre autour d'un repas préparé ensemble, selon les traditions maintenant bien établies de leur foyer, ils firent le bilan de cette aventure extraordinaire qui avait transformé leurs existences. Sophie évoqua avec émotion le chemin parcouru depuis ce matin où elle avait découvert un homme désemparé devant le café de Léon, se demandant si elle aurait pu imaginer que cette rencontre fortuite changerait si radicalement sa vie et celle de tant d'autres personnes. Elle remercia la famille Moncler de lui avoir offert l'opportunité de réaliser sa vocation profonde et de donner une dimension mondiale au message d'amour et de partage que lui avait transmis Mamie Rose à travers ses recettes et sa philosophie de vie. Victor exprima à son tour sa gratitude infinie envers Sophie, non seulement pour avoir sauvé ses enfants et reconstruit sa famille, mais pour lui avoir enseigné les vraies valeurs de l'existence et donné l'occasion de consacrer sa fortune à une cause qui avait du sens. Il évoqua avec tendresse le souvenir d'Isabella, expliquant qu'il était certain que sa femme disparue approuverait la direction qu'avait prise leur famille, cette transformation du malheur en force positive pour aider d'autres familles en détresse. Sophie avait non seulement comblé le vide laissé par Isabella, mais elle avait également perpétué son esprit généreux et son amour de la famille, créant une continuité spirituelle qui honorait sa mémoire tout en construisant l'avenir. Élise et Antoine partageaient cette reconnaissance émue, expliquant comment Sophie leur avait non seulement redonné l'appétit de vivre, mais également transmis une mission qui donnait sens à leur existence privilégiée. Ils racontaient les lettres qu'ils recevaient de jeunes du monde entier, qui avaient été aidés par les programmes de la Fondation, ces témoignages bouleversants qui confirmaient l'impact réel de leur action et les motivaient à poursuivre cette œuvre de reconstruction sociale par la cuisine. Thérapeutique, leur engagement dans la Fondation avait également renforcé leurs liens fraternels, les unissant autour d'un projet commun qui transcendait leurs différences d'âge et de personnalité. Ce soir-là, après que les enfants furent montés dans leur chambre et que Victor se fut retiré dans son bureau pour préparer sa prochaine tournée de conférences en Asie, Sophie resta seule dans la cuisine pour ranger et nettoyer selon son habitude. Elle contemplait avec satisfaction cette pièce qui était devenue le cœur battant de la maison Moncler, transformée de laboratoire stérile en refuge chaleureux où se créaient quotidiennement les souvenirs familiaux les plus précieux. Sur le plan de travail, trônait le carnet de recettes de Mamie Rose, maintenant accompagné de plusieurs autres carnets où Sophie notait ses propres créations et les adaptations qu'elle développait pour les programmes de la Fondation. Ces carnets représentaient la continuité de cette transmission culinaire qui reliait les générations et perpétuait l'héritage d'amour à travers les gestes simples de la cuisine familiale. En feuilletant le carnet original de Mamie Rose, Sophie tomba sur une page qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, glissée entre 2 recettes et écrite d'une main différente. C'était un message de sa grand-mère qu'elle avait rédigé peu avant sa mort, comme si elle avait pressenti que ces recettes prendraient un jour une dimension qui dépasserait le cadre familial. « Ma chère, Sophie, écrivait Mamie Rose, si tu lis ces lignes, c'est que nos recettes ont trouvé leur vraie destinée. Souviens-toi toujours que cuisiner, c'est aimer, et qu'aimer, c'est transformer le monde une assiette à la fois. Tu porteras notre héritage bien au-delà de ce que j'aurais pu rêver, et tu découvriras que la plus belle récompense d'une vie consacrée aux autres, c'est de voir fleurir le bonheur là où régnait la tristesse. Continue à cuisiner avec ton cœur, ma petite fille, car c'est là que réside le secret de tous les miracles culinaires. » Sophie lut ce message les larmes aux yeux, sentant la présence bienveillante de sa grand-mère qui continuait à la guider dans cette mission extraordinaire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle comprenait maintenant que tout avait un sens dans son parcours, son enfance à la ferme, où elle avait appris les vraies valeurs, ses difficultés à New York qui lui avaient donné l'humilité et la compassion nécessaires pour comprendre la souffrance des autres, sa rencontre fortuite avec la famille Moncler qui lui avait offert l'opportunité de réaliser sa vocation profonde. Mamie Rose avait eu raison. La cuisine était bien un moyen de transformer le monde, et Sophie était devenue l'instrument de cette transformation, utilisant les recettes familiales comme point de départ d'une révolution silencieuse qui guérissait les familles brisées et reconstruisait les liens humains essentiels. En regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de Manhattan qui s'étendaient à l'infini, Sophie songea à tous ces foyers où brillait maintenant une chaleur nouvelle,
grâce à l'action de la Fondation, à toutes ces familles qui avaient retrouvé le chemin du bonheur à travers la cuisine partagée, à tous ces enfants qui grandissaient maintenant dans des foyers unis par l'amour et la tradition culinaire. Elle pensait également au projet d'expansion de la Fondation, aux nouvelles antennes qui s'ouvriraient bientôt en Afrique et en Asie, aux milliers de familles qui bénéficieraient dans les années à venir de cette approche révolutionnaire qui faisait de la cuisine un instrument de paix sociale et de reconstruction humaine. L'histoire qui avait commencé par le désespoir d'un père face à ses enfants qui refusèrent de s'alimenter s'était transformée en épopée mondiale de guérison et d'espoir. Sophie, la petite serveuse de café qui rêvait simplement d'honorer la mémoire de sa grand-mère, était devenue une figure internationale de la cuisine thérapeutique, une femme qui avait prouvé que les gestes les plus simples, quand ils sont inspirés par l'amour authentique, peuvent transformer des existences et changer le cours de l'histoire. Son exemple inspirait maintenant des milliers de personnes à travers le monde, créant un mouvement de solidarité culinaire qui redonnait foi en l'humanité et prouvait que les solutions aux maux de notre époque se trouvaient souvent dans les traditions les plus anciennes et les valeurs les plus simples. Alors que Sophie éteignait les lumières de la cuisine pour rejoindre son appartement, elle adressa une pensée reconnaissante à Mamie Rose qui lui avait légué bien plus que des recettes. Une philosophie de vie qui faisait de chaque repas une célébration de l'amour humain, de chaque cuisine un temple de la générosité, de chaque cuisinier un artisan de paix sociale. L'aventure ne faisait que commencer car Sophie savait que des milliers de familles dans le monde attendaient encore qu'on leur montre le chemin de la réconciliation et du bonheur partagé. Demain, elle continuerait cette mission avec la même passion et la même humilité qui l'avait menée jusqu'ici, portant dans son cœur la certitude que l'amour exprimé à travers la cuisine possède le pouvoir de guérir toutes les blessures et de rapprocher tous les êtres humains dans la communion universelle du partage. Voilà la fin de cette histoire qui, je l'espère, vous aura touché autant qu'elle m'a ému en l'écrivant. Si elle a résonné dans votre cœur, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me soutenir dans ma passion d'écriture. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle leçon retenez-vous de l'histoire de Sophie et de la famille Moncler? Croyez-vous comme moi au pouvoir transformateur de l'amour exprimé à travers les gestes simples du quotidien? Vos réflexions enrichissent toujours ma compréhension de l'impact que peuvent avoir nos histoires sur nos vies réelles.